par contre, là, ce qu'on va ouvrir, c'est une séance d'une discussion entre vous quatre. Et donc là, typiquement, vous aurez l'occasion de replacer ce que vous n'avez pas eu le temps de dire en un quart d'heure. On fait tout ça à chaque fois, donc on ne vous en voudra pas. Donc là, vous aurez le temps ou de développer ou de faire semblant de répondre à la question qui vous est posée par le collègue. Enfin, vous savez faire aussi bien que moi. Donc la parole est à vous et entre vous dans un premier temps. Et puis ensuite, d'ici une demi-heure, on pourra, à peu près, hein, on pourra se lancer dans une discussion un peu plus collective. Donc je ne sais pas qui veut commencer en rebondissant sur l'intervention de ses collègues. Oui, vous m'entendez? Ouais. Bon, alors, je vais me lancer, du coup. Oui, alors, c'est vrai que donc, on peut, comme Catherine l'a justement dit, il y a beaucoup de collègues, donc beaucoup de collègues à moi, dont Christophe Cassou, qui a été cité, qui est très médiatisé, mais qui est aussi très acteur dans les institutions, qui passe énormément d'énergie à essayer de former les politiciens, les médias aussi, enfin les journalistes, etc. Et en fait, moi, j'avais une question du coup à ce propos-là, parce que il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui font ça, et donc qui essaient effectivement de changer les choses, on va dire par le haut, enfin pour parler un peu, c'est un peu caricatural de dire ça, mais bon, tant pis, je me risque. Et beaucoup d'entre elles et eux disent ont ce constat d'impuissance, en fait. Et donc, je me pose la question, enfin, je la pose un peu brutalement, est-ce que ça en vaut encore la peine, ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est pas le moment, justement, de prendre acte que finalement, est-ce que ces gens-là, ils sont vraiment... Enfin, ces gens. Encore une fois, c'est nuancé, parce qu'effectivement, il y a des maires... Allez, au niveau local, j'ai l'impression qu'il y a plus de réceptivité. Mais au niveau supérieur, pas tant que ça. En tout cas, beaucoup de mes collègues le disent. Est-ce que ça vaut encore la peine de mettre autant d'énergie là-dedans et pas justement d'essayer de former par le bas, ou en tout cas de questionner vraiment la, la, la- la bonne foi de ces gens-là, en fait. Vraiment, et de pas chercher, d'essayer autre chose. Peut-être de plus... J'en sais rien, hein, mais autre chose. Catherine, on va vous donner la possibilité de répondre. Très rapidement, pour te rassurer, on est chargé à terme de former 5 millions de fonctionnaires, pas 25 000. Pas que les cadres, pas que le haut. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, en fait. Et d'ailleurs, le travail, c'est de définir le dispositif. Effectivement, j'ai la foi là-dedans parce que je suis un petit peu épuisée, moi, d'intervenir dans des... Alors, là encore, je parle local, hein, mais je suis extrêmement sollicitée. Je vais passer des soirées entières avec des clubs d'environnement où ils sont déjà aux trois quarts convaincus. Et souvent, c'est des têtes assez blanches d'ailleurs, et où effectivement, on peut toujours aller prêcher partout. Mais à un moment donné, je rentre chez moi et je me dis, mais je suis épuisée là, et est-ce que j'ai vraiment servi à quelque chose? Alors que si je m'adresse aux décideurs, je me dis quand même qu'il y a un moment où il restera quelque chose. On a mis en place une thèse pour évaluer si avant et après la formation et changer leurs pratiques personnelles et professionnelles, d'une part. Je voudrais ajouter un petit truc. C'est que le seul corps que l'on ne touche pas du tout, et c'est une catastrophe pour moi, ce sont les magistrats. Les magistrats, les juges, et voilà, on ne touche pas parce ils ont l'indépendance totale, les trois pouvoirs, et du coup, personne ne peut leur imposer les formations qu'ils font. On les touche pas alors que ce sont eux qui sont amenés à juger les jeunes ou moins jeunes qui décrochent les portraits du président dans les mairies pour manifester contre telle ou telle chose par rapport au climat, les condamnations, etc. Et les jugements sont très violents et totalement disproportionnés par rapport à ce que ces jeunes ont fait. Voilà. Et il y a un fossé énorme de connaissances, encore une fois, de l'état de nécessité des enjeux dans lesquels on est et qu'on ne peut pas les atteindre, ces gens-là, pour l'instant. En tout cas, on n'a pas réussi à les atteindre. Mais je continue à croire que quand on aura fait les 5 millions de fonctionnaires, on aura fait un peu bouger les choses. Merci. J'ai
Une question sur le caractère obligatoire de la formation. Et alors, le type de formation que vous dispensez, mais pour faire le lien avec ce qu'on disait ce matin, même de la formation à l'éthique, est-ce que vous croyez il suffit d'obliger les gens à suivre une formation? Je ne parle pas de la vôtre, hein, Catherine, mais nous, on nous propose une formation de trois webinaires de 2 heures sur les questions de sciences ouvertes, d'intégrité et de VSS/harcèlement, plus une demi-journée de théâtre forum. Mais est-ce que vous pensez il suffit que ça soit obligatoire? Une drôle de manière de poser la question, mais qu'est-ce que garantit l'obligation sur les questions qui nous occupent, en fait? Je voudrais avoir votre avis là-dessus, parce qu'on est en plein débat dans notre université sur la nécessité de trouver des moyens de faire en sorte que les gens adhèrent au principe de la formation et aient envie de se former, et on pense que l'obligation, surtout si elle doit viser par exemple les candidats à l'HDR, c'est pas forcément ni le meilleur moment ni la meilleure manière de faire, et on est tout prêt à prendre de meilleures idées en fait pour notre gouvernance. Pas pour notre gouverne, hein, pour notre gouvernance, parce que nous je crois qu'on est un certain nombre à savoir ce qu'il faut en penser. Je vais tenter une réponse. C'est une très bonne question, mais bon, alors je n'ai pas de réponse précise. Simplement, ce que je dirais, c'est que, alors, l'obligation ou pas obligation, je dirais que sur des questions aussi graves que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais attention à prendre avec des pincettes dans la mesure où ça ne serve pas de faire valoir. Encore une fois, à cocher une case. Et là encore, la formation donc des fonctionnaires qu'a évoqué Catherine Jandel, justement, faut voir avec quels moyens. Et en fait, quand on regarde la question des moyens derrière qui sont mis en face pour que cette formation des fonctionnaires soit réalisée, on voit qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de moyens. Est-ce qu'il y a des postes qui sont créés pour former ces gens-là, ou est-ce que c'est sur le temps des chercheurs titulaires qui vont encore une fois devoir travailler en plus pour former ces gens-là, ou voilà. Donc, quand on regarde les moyens qu'il y a derrière, en tout cas pour ce qui est de cette formation, peut-être Catherine me corrigera derrière, mais moi je trouve que les moyens mis en face sont dérisoires. Donc là, on est purement dans... Moi, je considère que c'est presque quelque chose qui relève de la communication. Donc, l'obligation sur le papier, oui, je suis d'accord, mais à condition d'y mettre les moyens et de faire ça bien. Sinon, ça relève du faire-valoir, ça relève de... Et là, en l'occurrence, ça peut même être contre-productif, puisque mal vécu par les fonctionnaires qui vont être formés, enfin, etc. Derrière, je ne sais pas quelles sont les conséquences, mais en tous les cas, sur le principe, oui, à condition que ce soit bien fait, avec des moyens, et qu'il y ait du temps réellement libéré pour que les gens puissent suivre ces formations, etc. Mais dans le contexte actuel dont je parlais tout à l'heure, en fait, c'est pas fait. Les gens croulent sous le travail, voilà, il y a la division de travail, etc. Donc il n'y a pas les moyens, en fait, matériels pour que ces choses-là soient bien faites. En tout cas, c'est ce que j'estime. Merci. Sur la formation des fonctionnaires, moi j'ai pas forcément de choses peut-être à ajouter, mais là en fait on voit bien qu'il y a aussi des enjeux sur comment on agit en fait et comment on exerce notre responsabilité de chercheur et d'enseignant-chercheur, d'universitaire dans la cité. Est-ce qu'on informe? Est-ce qu'on forme? Ou est-ce que même on choque en faisant comme ça a été dit ce matin, en jetant de la peinture sur des tableaux au Louvre ou en soutenant des comités étudiants, etc. Donc il y a cette question-là, qui se pose. Moi, j'ai aussi personnellement, j'ai été très intéressé par la matinée parce que effectivement, moi-même, j'ai pas forcément été formé. J'ai pas forcément reçu de formation sur les questions éthiques, déontologiques. Bon, voilà, je sais pas, je suis peut-être passé au travers, mais je suis peut-être trop vieux, voilà. Mais c'est particulièrement utile. Pour moi, il y a quand même la question des comités d'éthique aussi qui se pose, de leur rôle, parce qu'on se rend compte aussi que parfois on saisit ces comités d'éthique et qu'on n'a pas de réponse.
Quand nous, on a informé, alerté le comité d'éthique de l'IRD, INRAE, je ne sais plus quelle autre institution il y a dans ce comité d'éthique, on n'a jamais eu de réponse, alors qu'il s'agissait quand même d'un cas de violation du droit international par l'IRD. Comment se fait-il qu'on n'ait eu aucune réaction, alors que la présidente du comité d'éthique, d'ailleurs, était à l'université Paris-Cité. Elle est épidémiologiste, je crois. Bon, je ne me souviens plus de son nom, mais on n'a jamais eu de réponse. Donc, c'est un peu ce qu'on disait ce matin, hein, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un gros fossé. Et puis, peut-être, moi, j'avais des questions aussi pour vous, notamment par rapport à ton intervention. On en a parlé un peu ce midi, mais on pourrait peut-être en reparler sur le droit de réserve. Voilà, qu'est-ce que c'est le devoir de réserve. Merci. Et puis aussi, tu disais que tu n'avais pas eu de réponse à ta demande de protection fonctionnelle. Donc ça aussi, ça pose quand même question. Pas de débat, pas de discussion. Là, c'est quand même terrible. Donc voilà, on est quand même au CNRS. Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Est-ce que tu as informé d'autres instances de ces manquements du CNRS par rapport à ta situation de détresse, sans doute, à l'époque? Voilà, donc je ne sais pas si tu as... Merci beaucoup. Eh bien, par rapport à cette question du devoir de réserve, c'est une vraie question et c'est une question très, très vaste et très floue. On en a entendu parler ce matin, hein, un petit peu. Le comité d'éthique du CNRS, le COMETS, a émis un avis sur cette question du devoir de réserve du fonctionnaire en estimant que la liberté d'expression du chercheur était plus importante que du fait de ses missions dans la sphère publique. Donc, en fait, son devoir de réserve était moins important. Mais après, effectivement, dans quelle mesure, comment on définit tout ça, c'est pas très clair. Moi, quand j'ai dû me préparer pour passer ma position de discipline, j'ai espéré quand même pendant un certain temps que le président du CNRS allait laisser tomber parce que j'ai quand même eu la chance d'être soutenue non seulement par mon syndicat, donc qui est le SNTRS-CGT, mais également par ma commission, par la commission 38 qui est les anthropologues, j'avais quand même des personnes qui m'ont soutenue et qui ont eu la possibilité d'essayer d'atteindre le PDG du CNRS. Bon, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis bien sûr renseignée sur tout ce qui était devoir de réserve du fonctionnaire en général, du chercheur et de la chercheuse en particulier. Il apparaît que le devoir de réserve, ça reste un cadre qui est quand même très flou. Il y a beaucoup de zones grises et surtout, il y a des variations d'interprétation qui peuvent être hyper importantes en fonction des personnes qu'on côtoie, du type de gouvernance de telle ou telle administration, etc. Et que donc, il y a des interprétations plus ou moins restrictives de cette notion de devoir de réserve. Est-ce que on doit... poser des questions qui fâchent, alors même que on est bon. Alors ça, c'est aussi, ça fait partie peut-être. Alors évidemment, ça c'est pas du tout le cas, mais alors quand on est en sciences humaines et sociales, c'est vrai que le devoir de réserve quand on est invité par les médias, ça n'a presque aucun sens, puisque on est invité par. Enfin, je crois que c'est vous, monsieur, qui nous disiez quand on est invité par un média, on doit. En fait, on est invité à donner notre opinion. Ès-qualité, c'est-à-dire en tant que chercheur au CNRS. Donc il y a un côté absurde en disant vous ne pouvez pas vous exprimer en tant que chercheur au CNRS pour donner votre analyse ou votre opinion. Déjà, il faudrait distinguer entre analyse et opinion, puisque de toute façon, les opinions, ces analyses sont des opinions argumentées, je veux dire, et objectivées. Enfin, en tout cas, voilà, d'une manière pareil. En sciences sociales, c'est comme dans les sciences dures. En fait, on considère qu'on fait des sciences. La scientificité de ce qu'on fait est validée par nos pairs selon un certain nombre de protocoles qui ne sont pas les mêmes que dans les sciences expérimentales, mais ça revient à ça. Donc déjà, voilà. Donc le devoir de réserve, ça pose vraiment question et voilà, on voit bien que c'est un outil qui peut être manipulé de manière répressive sans que ce soit bien clair dans la tête des gens ce que c'est. Et c'était quoi ton deuxième point C'était sur la protection, en fait. Ah, la protection fonctionnelle. Alors, en fait, la protection fonctionnelle, oui.
Donc moi, pour me défendre, en fait, j'ai eu la défense de mon syndicat. Je me suis bien sûr adressée à mon syndicat. Ça tombe bien, c'était des gens que je connaissais bien, donc voilà. Et qui ont été vraiment incroyables. Hein. Enfin, je veux dire, ça m'a vraiment permis de pas vivre ça toute seule. Donc, il y a l'aspect syndical. Et puis, la protection fonctionnelle, je l'avais demandé en l'occurrence parce qu'il faut voir que dans ces échanges de mails qu'il y a eu au début sur les listes, en fait, j'ai eu un certain nombre de mails qui me visaient, qui étaient alors... Est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que c'est de l'injure? Donc on parlait de ça ce midi. Bon, c'est peu clair, mais en tout cas, il est clair qu'en tout cas, les règles de déontologie d'un débat n'étaient certainement pas respectées. Et d'ailleurs, la première chose qu'on m'a dit, c'est d'aller parler avec le déontologue du CNRS. Donc, j'ai eu un échange avec le déontologue du CNRS. C'était assez lunaire parce qu'en fait, le déontologue du CNRS, M. Moret-Bailly, qui a changé depuis, en fait, il n'était pas du tout au courant de ce qui s'était passé, donc je lui ai raconté l'histoire. Enfin, je me suis fait accompagner par un responsable syndical d'ailleurs, parce que je ne savais même pas à quel titre j'étais convoquée à cet entretien. Et en fait, le type, il ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Donc on lui raconte ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, mais en fait, vous savez, il faut rappeler à vos collègues qu'ils ne respectent pas les règles de la déontologie. Enfin, et moi, en fait, j'ai été insultée. Enfin, voilà, j'ai subi des attaques. Oui, j'ai pas précisé, j'ai répondu à aucune de ces attaques en fait. J'ai pas répondu du tout aux insultes. J'ai dit je répondrai pas à ça. Voilà, je suis pas rentrée là-dedans et bien m'en a pris. Et du coup, comme ces attaques visaient directement mon séminaire en disant vous faites un séminaire qui est en fait de la propagande islamiste. Non, mais c'est pas juste pro-palestinienne, c'était pro-État islamique. Enfin, ça allait très loin. Je veux dire, c'était vous soutenez l'Iran. Enfin, c'était vraiment des choses. Enfin, bon. Et donc, mon séminaire devait commencer un mois plus tard. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui vont se pointer pour m'empêcher de le faire. Enfin, je suis devenue un peu parano, quoi. Et donc, j'ai écrit aux personnes concernées pour demander une protection fonctionnelle, qui m'aurait d'ailleurs, par ailleurs, permis de payer les frais d'avocat, qui ont été payés en partie par mon syndicat. C'est un peu dommage que ce soit la CGT qui paye pour ça, mais bon, voilà. Et en fait, j'ai jamais eu de réponse. Alors, il est vrai que pour obtenir une protection fonctionnelle, je suppose qu'il faut y revenir à 2, 3, 4, 5 ou 10 fois. Il faut peut-être vraiment enfoncer la porte, quoi. Et moi, j'ai pas eu l'énergie de faire ça. D'une part parce que déjà, je savais pas très bien comment les choses devaient se passer. Par ailleurs, j'étais occupée à plein d'autres choses, à essayer d'essayer de me défendre contre je savais pas déjà quoi exactement. Et puis par ailleurs, ça me paraissait lunaire que le CNRS accorde une protection fonctionnelle à quelqu'un qui l'attaquait en même temps. Donc de toute façon, je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas dans la démarche, mais bon, j'ai quand même fait, quoi. Voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question. Puisque j'ai le micro, j'enchaîne sur un petit commentaire que je voulais faire sur la question. Bon, ça va rester un petit peu SHS centré. Je suis désolée sur la question du droit international, parce que du coup, comme on en parlait. Nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, on s'inscrit finalement comme citoyens avec le droit international comme boussole, en principe. Qui a eu un certain nombre qui a pris un certain nombre de décisions depuis la moitié du XXe siècle, et avec des développements d'ailleurs concernant le Moyen-Orient très récents. Ces 20 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu, et même pour tous les autres pays, il y a la Cour de pénal internationale, la Cour internationale de justice, toutes ces instances n'existaient pas avant. Et il y a eu des décisions très claires concernant la question de l'occupation par Israël des territoires palestiniens, etc. Donc le droit international, déjà on voit bien que on parlait comment alerter pour une violation du droit international, mais en fait le droit international il est constamment violé, enfin je veux dire bafoué par les États. Donc on ne voit pas très bien comment on pourrait obliger l'IRD à le respecter. Bon, ce qui est quand même déjà en soi, c'est pas très rassurant. Mais et puis même, je veux dire, en plus d'être bafoué, il est en passe d'être criminalisé en réalité par les États à qui ça ne convient pas. Enfin, c'est quand même ça qui est en train de se passer. Là, tu parles
de Macron, tu dis que voilà, ce qui s'est passé par rapport au Sahara occidental, on pourrait aussi rappeler la très récente annonce de la France concernant le mandat d'arrêt émis contre Benyamin Netanyahou par la Cour pénale internationale. Je veux dire, il y a un mandat d'arrêt qui est émis et la France a dit Israël n'a pas signé et pas parti, donc il y a une immunité et donc on l'arrêtera pas. Donc ils prennent position en fait, je veux dire, en faisant ça. Alors même que ça n'a pas du tout été la même chose concernant les mandats d'arrêt émis contre Poutine. On a pris une décision inverse. Donc je veux dire, soit on respecte, soit on ne respecte pas. Mais on voit bien que de toute façon, le droit international, c'est quelque chose qu'on s'approprie ou pas. Et du coup, à un moment donné, c'est vrai qu'on se demande quelle instance, en fait... Enfin voilà, je termine. Non, c'était juste pour signaler que... Non, on est bien dans les temps. C'est que Catherine avait levé la main, c'est ça, hein. Donc il faut lui donner la parole. Donc ça demande une manipulation, Margot. Alors, en fait, je voulais venir sur neutralité et objectivité en écoutant les propos des uns et des autres. Tout ce que je vous ai dit sur le sens sont des faits scientifiques. Quand on parle du réchauffement climatique, le dernier rapport du GIEC a bien écrit dans le résumé pour les décideurs que sans équivoque, c'était bien dû aux activités humaines. Donc, tout ça, c'est sur des mesures, des faits, des séries temporelles, etc., ce à quoi se consacre la communauté dans laquelle on évolue. Et en fait, ça, c'est l'objectivité quand on donne les faits. Après, est-ce qu'on peut rester neutre quand, par exemple, on entend que des Jeux olympiques d'hiver vont être organisés en Arabie Saoudite, ce qui me fait pleurer, hurler même. Voilà, donc on ne peut pas. Il y a longtemps, avec mon collègue Christophe, un Cassou, que j'ai déjà cité et dont je suis très proche, on ne peut absolument pas rester neutre. Ça nous est scientifiquement, c'est pas possible en fait. Et c'est là que c'est compliqué parce que on a des faits scientifiques qui nous donnent l'objectivité. On est théoriquement soumis à une certaine neutralité. Et en fait, et c'est d'autant plus compliqué. Ça, c'est un commentaire que j'avais fait ce matin. C'est d'autant plus compliqué que lorsqu'on lit Le Monde, par exemple, et qu'on voit des rapports d'experts sur des questions environnementales, je parle bien d'experts qui sont des experts mettons technocrates sans être méchants, mais qui n'ont pas de rattachement politique ou quoi que ce soit, sur le captage des eaux polluées en France. Il y a quand même 60% de la population française qui n'a plus accès à de l'eau potable aujourd'hui. Pour résoudre ce problème, ils disent qu'il faut diminuer les pesticides, il faut mettre de l'agroforesterie. Et ça, c'est des choses qui sont écrites dans les partis politiques écolos depuis longtemps. Donc c'est compliqué quand nous on intervient, on dit qu'il faut arrêter les émissions de gaz carbonique parce qu'on est en train de tuer l'océan. C'est compliqué de ne pas être à la frontière entre des choses qui sont prônées d'un côté dans des discours politiques et des choses que nous, on constate et qui sont aussi en raccord total avec ce qu'il faudrait faire. Ça ne veut pas dire que nos décideurs vont le faire ou pas. Et très rapidement sur les moyens, je voulais répondre sur les moyens, on n'en a pas. Mais quand même, c'est fait très sérieusement. Il y a la formation, elle dure 28 heures. Elle prend 28 heures du temps des personnels aux fonctionnaires. C'est compliqué, 28 heures pour eux, pour les dégager. D'abord, ils sont formés, le ministère paye une sous-traitance à l'association Ma Vie Bas Carbone pour faire une première sensibilisation sur une matinée. Ensuite, nous, on les a 3 fois 2 heures. C'est là les chercheurs ou enseignants-chercheurs qui interviennent le font sur leur emploi du temps et ne sont pas payés pour ça. Donc, ensuite, il y a des visites de terrain et ensuite, il y a des cas pratiques. Donc, elle les marque, hein. En général, quand on a un retour, elle marque, elle est faite sérieusement. Donc, ce n'est pas de la communication, c'est vraiment de la médiation et du travail avec eux, interactif, mais sans moyens. Et puis surtout, une année où il y a eu 2 remaniements ministériels, 3 même, et puis les Jeux Olympiques, etc., etc. Donc, pour l'instant, ça caote un peu. Voilà. Mais il n'y a pas de moyens. Je confirme qu'il n'y a pas de moyens. Ou très, 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 très peu. C'est dérisoire les moyens qu'il y a. Voilà, c'était 2 choses que je voulais mentionner. La neutralité et l'objectivité, pour moi, c'est 2 choses différentes. Merci Catherine. Je vais donner la parole à Sébastien. Merci, oui, c'était juste pour ajouter quelque chose par rapport à la question de la neutralité. En sciences humaines et sociales, et notamment en anthropologie, on fait des enquêtes de terrain, voilà, et
Bon, c'est ton cas aussi, je pense, beaucoup moins pour moi en tout cas. Mais il peut nous arriver effectivement d'avoir en fait, la demande aussi de responsabilité, elle nous est aussi émise par nos populations d'enquête. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain et qu'on fait des recherches dans des camps de réfugiés, eh bien, les gens nous disent « Ok, je veux bien faire un entretien avec toi, mais toi, tu es français, tu connais la position de la France, donc on a aussi un message à faire passer au gouvernement français. » Et vous pouvez imaginer que évidemment, ça nous touche. On peut pas du tout rester, insensible à ça. Et je pense aussi que ça fait partie de la déontologie de la recherche, et ça fait partie aussi de notre responsabilité à nous de chercheurs, de répondre à cette demande. La demande, elle vient pas seulement de l'État français ou du CNRS. Nous, on a aussi une demande qui nous est donnée, et peut-être sur les questions climatiques, si vous travaillez dans le Pacifique, je sais pas, aux îles Fidji ou ailleurs, peut-être qu'il y a une demande, enfin sans doute, il y a une demande des populations de ces régions-là par rapport aux questions d'augmentation du niveau de la mer, etc. Donc on doit aussi, je pense que le chercheur, il est pris aussi dans des injonctions contradictoires aussi de responsabilité, et que c'est pas simple. Mais nous, en tout cas, on est souvent, en tout cas en anthropologie, on a souvent aussi ce rôle de plaidoyer à jouer et auquel on peut difficilement se soustraire, et après on l'exerce de la manière que l'on veut, quoi. La particularité de l'anthropologie, Sébastien, c'est son vieux passif colonial. C'est les logiques prédatrices. C'est Griot, les Séboîtes, amenez-moi les masques, ce qu'on va tous regarder au Quai Branly le premier dimanche du mois quand c'est gratuit. Enfin, on a un passif. Et là, l'idée qu'il n'y ait pas de contrepartie, alors particulièrement après les décolonisations et l'émergence des mouvements autochtones, on a une obligation de faire quelque chose. C'est pas la cerise sur le gâteau scientifique, c'est un contrat à minimum moral qui a été tout à fait formalisé dans le cadre des travaux avec les Premières Nations au Québec et ailleurs. Mais nous, en France, ça reste généralement de l'ordre du contrat moral, mais on ne peut plus travailler comme Malinowski et Dieu merci. Alors je ne sais pas si ça peut être une question. Le problème, il n'est pas simplement pour l'anthropologie. Nous, on a un vrai passif colonial et un vrai passif d'extraction, on va dire, des informations, et sans rien rendre en échange. Donc c'est particulier, mais est-ce qu'on peut le généraliser? Ou en tout cas l'extraire de l'anthropologie? Oui. Oui, alors dans nos disciplines aussi. Alors dans sciences du climat et de l'environnement, il y a aussi eu beaucoup d'approches dites extractivistes, on va dire. Et ça se manifeste beaucoup dans les campagnes de mesure, en fait, dans les campagnes d'observation. Donc là, j'en ai fait une pas plus tard que cet été, au Cap-Vert. Et oui, alors maintenant, c'est tant mieux, et c'est normal. Maintenant, on a vraiment, on s'astreint vraiment à établir des collaborations sur place, à faire en sorte qu'il y ait des échanges qui soient poursuivis dans le temps et que ça soit pas juste on arrive, on prend les données et puis on se casse, quoi. Donc l'accès aux données, c'est pareil. La politique d'accès aux données, maintenant c'est vraiment libre pour tout le monde et c'est tant mieux. Et c'est voilà. Avant, donc il y avait avant, il y a quelques décennies de ça, les scientifiques allaient sur le terrain, faisaient une campagne d'observation, déployaient des moyens énormes, donc qui étaient en complète contradiction avec le niveau de vie local, avec les conséquences que ça peut avoir, et puis repartaient un mois ou deux après, et puis les gens, les locaux, dirons-nous, n'avaient pas accès aux données, il n'y avait pas de collaboration qui était établie, etc. Donc oui, on a ce problème-là encore aujourd'hui. Mais quand même, ça tend un peu à s'arranger. En tout cas, c'est de plus en plus pointé du doigt, surtout par les étudiants, là encore, qui ont... c'est un peu ce dont on discutait à midi. Et nous, notre aiguillon, en tout cas, et ça, c'est l'avantage d'être enseignant-chercheur, c'est d'être en permanence avec l'aiguillon des étudiants et des étudiantes, et ça, c'est vraiment bien, qui nous questionnent vraiment. Alors là, c'est pareil, on ne peut pas être neutre, parce qu'on a l'injonction de ne pas l'être. On nous oblige, et c'est tant mieux, encore une fois, les étudiants et les étudiantes, ils nous demandent notre opinion, ils nous demandent, moi-même, je l'ai dit, on m'a reproché, à moi, qui me définit comme étant engagé, de faire un cours sur le changement climatique trop désincarné, voilà. Alors ça m'a un peu piqué au vif, je dois dire. Mais voilà, alors,
pas tous les étudiants demandent ça, mais en tous les cas, il y en a une partie, et la manière dont on pratique notre recherche, elle est énormément questionnée par les étudiants, en tout cas ceux qu'on a nous, mais c'est pas que chez nous, c'est voilà. Donc on dit aussi qu'on a une recherche qui est énergivore, qui est capitaliste, qui n'est pas au service de tous, qui est élitiste, etc. Bon, alors évidemment, moi je travaille à l'école normale supérieure, donc je peux pas dire le contraire, effectivement. Mais donc là-dessus, on est de plus en plus questionné, et il y a on voit de plus en plus de jeunes étudiants qui même refusent à se lancer dans la recherche pour cette raison-là, parce que ça n'est pas en adéquation avec leurs valeurs. Et c'est pas cette recherche-là qu'ils veulent mener, ils préfèrent la mener du coup dans le champ plus citoyen ou dans l'activisme, et voilà. Donc bon, on est un peu pris de court, mais après pris de court d'une bonne manière, hein, je dirais. Voilà, ça nous questionne et ça fait des débats, mais en tout cas cet aiguillon-là, il est vraiment vraiment salutaire pour nous. Oui, manifestement, il y a des vrais effets générationnels qu'on ressent aussi sur les questions éthiques, ce qui implique que la réflexion, que ce soit dans les comités, elle soit aussi intergénérationnelle, et que toutes les générations soient représentées. Ça paraît important, et on a l'impression que c'est pas toujours le cas, notamment que les plus jeunes sont pas forcément représentés comme ils pourraient l'être dans les instances de réflexion sur les questions éthiques. Parce que jeune, j'ai envie de dire, et c'est un peu embêtant. Véronique voulait la parole. Tu viens de dire à peu près ce que je voulais dire, mais je voulais le formuler plus sous forme de question, parce que je voulais rebondir sur cette question des étudiants. Il se trouve qu'au séminaire Palestine que je coordonne avec des collègues, en fait, on a de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes. Bon, étant donné l'actualité internationale, c'est pas très étonnant. Et qui ont une position, qui posent des questions vraiment, provocantes, je sais pas, qui un peu rentrent dedans comme ce que tu viens de dire. Et en fait, et par ailleurs, on entend beaucoup parler, je trouve, de fracture générationnelle parmi les profs aussi. Et parfois pour s'en plaindre, hein, je veux dire. Pour dire que ces étudiants maintenant qui sont trop sensibles, que tout leur paraît un scandale. J'ai entendu ça de la part de collègues. Hein, je veux dire, dans un comité de rédaction, on évaluait un dossier sur les violences médicales. Et les articles étaient trop à charge pour certains collègues. Ils disaient, voilà, les étudiants maintenant, on peut plus... il y a un petit côté, on peut plus rien... bon. Et voilà, comment faire, en fait, avec ces étudiants si fragiles, si prêts à crier au scandale et voilà, c'était une question que je voulais poser. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a vraiment une fracture générationnelle? Parce que moi, je me sens assez proche des manières de penser des étudiants. Alors, bon, peut-être que je suis jamais, je suis restée un peu ado, je n'en sais rien. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je serais plus pour favoriser le dialogue et puis apprendre de ce qui nous apporte, quoi. Mais voilà. Sur cette réflexion qui n'est pas une réflexion de boomer. Est-ce que quelqu'un veut... Il y a Pardon, j'ai pas vu. Alors, Catherine. En fait, c'était sur l'extraction. Vous, c'est l'extraction d'informations. Nous, c'est l'extraction minière. C'est l'extraction de molécules pour les médicaments. C'est l'extraction de l'exploitation des plantes, de la biodiversité, etc. Franchement, on n'est pas clair là-dessus. Et on a beaucoup parlé de l'IRD. Dans mon laboratoire, il y a beaucoup de chercheurs IRD. Les jeunes chercheurs vont plutôt dans la tendance de ce que tu as décrit, c'est-à-dire de bien partager les données, d'associer les populations locales, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'IRD s'est construit sur leur STOM. Et leur STOM, c'était vraiment la science, la justification scientifique de nos colonies. C'était une espèce de colony washing, pour pas parler de greenwashing. Voilà. Donc, je veux dire qu'on a un passif énorme sur lequel il faut travailler, qui est très, très important. Effectivement, les étudiants nous aiguillonnent, mais nous aussi. Hein. Enfin, moi, je suis comme Véronique, je ne ressens pas vraiment, quand je suis avec les étudiants, c'est presque moi qui les embête plus que eux qui m'embêtent. Hein. Je les secoue. Il faut dire que, encore une fois, la formation maths, physique, mécaflu, des fois, il faut un petit peu leur ramener les choses fondamentales de la vie. Et c'est des choses qu'ils ont du mal à s'approprier. Merci. Valérie, tu voulais prendre le micro, je crois.
Après, on ouvrira à la salle. On ouvrira la salle. Oui, non, je voulais aller dans le même point. Oui, enfin, ouais, j'ai pas envie de laisser entendre effectivement qu'il y a une fracture générationnelle. Je pense que c'est plus, encore une fois, c'est plus des divergences politiques en fait. Et nous, on a exactement les mêmes crispations dans notre laboratoire de chercheurs qui se rebiffent contre ça en disant mais on peut plus faire notre recherche, vous vous rendez pas compte, etc. Si on peut plus faire du spatial, si on peut plus faire des campagnes, etc. Donc bon, oui, on a exactement les mêmes types de crispations. Et bon, voilà. Après, effectivement, c'est vrai que statistiquement, on voit plus chez les étudiants, voilà, ces réflexions-là, mais quand même, nous, on est un certain nombre de chercheurs et de chercheuses qui sont pas forcément tout jeunes et qui ont aussi voilà. Donc bon, oui, la fracture générationnelle, je me méfie un petit peu. Je pense que c'est plus une fracture politique que générationnelle. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. Merci. Oui, merci Valérie. Valérie m'a demandé de réagir sur la notion de formation obligatoire ou non. Et c'est vrai que moi j'ai une vue un peu optimiste, et c'est celle qu'on a choisie à INRAE, de dire qu'il ne faut pas obliger. Donc toutes nos formations, elles ne sont pas obligatoires. Donc comme tous les EPST, on a une obligation de proposer une formation à l'intégrité scientifique en particulier. Et on essaye, avec une vision, alors que certains diraient naïve, et que moi je préfère appeler optimisme, d'intéresser, de communiquer, de ne pas arrêter de communiquer pour essayer d'avoir un effet boule de neige qui est probablement pas aussi rapide que lancer une obligation de formation, mais peut-être plus efficace puisque les gens qui viennent, ils ont envie de suivre les formations. Donc c'est ce qu'on a choisi sans être complètement convaincu que c'était la meilleure voie. Ce qu'on est en train de réfléchir à rajouter, c'est au moment de l'évaluation des chercheurs, des agents INRAE, d'avoir une simple case à cocher en disant, ou alors peut-être une phrase à mettre, s'ils avaient ou non suivi la formation. Ça ne veut pas dire qu'elle est obligatoire, mais c'est un petit rappel que vous avez quelques lignes à mettre sur l'intégrité scientifique, vous avez quelques lignes à mettre sur l'éthique, il y a une formation qui est proposée. Ça vous aidera déjà à dire quelque chose si vous allez suivre la formation. Donc ça, c'était la version optimiste. Et sinon, sur éthique en commun, qui n'a pas répondu à une sollicitation, alors je crois soit comprendre que peut-être il y a une confusion, soit que c'est par le passé, parce qu'en tout cas, on n'a pas eu de vice-présidente épidémiologiste depuis bien longtemps. Depuis peu, il y a un site internet avec une possibilité d'interpeller le comité qui n'existait pas. Alors, je pense que ça a 2-3 ans maintenant. Donc, il y a vraiment possibilité de poser des questions au comité. Et le comité actuel et le mandat précédent, peut-être un peu moins, mais quand même, s'attache vraiment à répondre. Alors, parfois, ils bottent en touche en disant que ça concerne des choses beaucoup trop précises pour qu'ils puissent répondre. Mais quand même, ils ont été interpellés récemment par des chercheurs des organismes, et ça rentre complètement dans la discussion d'aujourd'hui, sur le partenariat avec des labos israéliens. Et ils se sont attachés à répondre à ça. Et vous avez sur le site internet une réponse du comité qui vraiment fait attention à répondre. Donc je pense que si vous avez une question à poser, vous pouvez essayer de la reposer et on verra s'ils répondent. Mais en tout cas, au pire, ils répondront que ce n'est pas du champ de leur mandat, mais normalement, ils répondront au moins à ça. Merci. Donc il nous reste 25 minutes avant une pause café et avant la conférence finale de Pinar Selek. Donc Valérie a le micro si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit cet après-midi, faire le lien avec ce qui a été dit ce matin. Vous avez la parole. Bonjour, merci pour vos interventions. Je suis très admirative de vos positionnements et de vos défenses, à la fois pour vous-même dans votre travail, mais aussi pour l'extérieur et pour la société. Je
je voudrais juste vous poser une question, et ça rebondit un petit peu sur la question de la recherche et de l'université capitaliste. On m'a toujours dit, et je suis un peu jeune dans ma carrière, enfin j'espère, mais on m'a toujours dit, il faut que tu rentres dans le système pour pouvoir le modifier, et il faut quand même que tes recherches elles soient financées d'une manière ou d'une autre. Et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'on pourrait peut-être penser les financements de recherche un petit peu différemment de ceux qui existent à l'heure actuelle. En tout cas, qu'on a besoin de les travailler un petit peu différemment. Du coup, ma question, c'est celle-ci. Aujourd'hui, le nom que vous avez et votre dossier scientifique est garant de la récupération de financement par projet ou par d'autres moyens. Le fait de vous afficher autant, d'une certaine manière, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit dans votre positionnement et vos convictions personnelles, au-delà d'une... c'est pas au-delà du droit de réserve, mais en tout cas au-delà de ce que les uns et les autres peuvent afficher de manière générale, est-ce que ça a un impact sur votre récupération de financement? Et si oui ou non, comment est-ce que vous faites pour récupérer des financements qui viennent de choses un peu moins capitalistes? Je peux apporter un premier élément de réponse. En fait, personnellement, ça m'a toujours servi. Le meilleur moyen de faire taire son ennemi, c'est de l'acheter. Et ceux qui ont très bien réussi à ça, vous le savez, c'est les organisations internationales. C'est notamment la Banque mondiale, ou, vous savez, l'UNESCO, où on va reconvertir des hétérodoxes. Alors, j'ai une économiste devant moi qui me regarde d'un air un peu, voilà, mais notamment des économistes hétérodoxes qui se retrouvent ensuite, et bien avant d'être à la retraite, à devenir experts, etc. Donc, moi, à titre personnel, ça m'a toujours plutôt relativement bien réussi. Et quand je dis le meilleur moyen de faire taire son ennemi, c'est de l'acheter, je pèse mes mots. C'est vrai moi-même, je vais pas. Enfin, je peux mordre la main qui me nourrit, mais jusqu'à un certain point, à partir du moment où je fais le choix de continuer à avoir le type de recherche que je fais, qui sont lointaines, qui engagent soit des conditions d'accès quand on est en prison, soit des conditions de financement quand on a des billets d'avion. Excusez-moi, je continue à prendre l'avion à 2500 €. Enfin, c'est tout ça. Donc, à partir du moment où on l'accepte et où on veut continuer, ça vient avec des contreparties. Et sinon, on fait autre chose. On change de sujet, on change de terrain. Donc, ça relève du choix personnel. Personnellement, j'ai l'impression que ça m'a toujours quand même plutôt bien réussi. Je n'ai jamais vécu d'opération des essais de censurer les résultats d'une recherche, oui, mais en amont des refus de financement au motif que j'écrirais des choses qui sentent le soufre ou qui peuvent être difficiles à lire ou à entendre. Personnellement, jamais, au contraire. Alors moi, je dirais que on peut en pâtir de diverses façons. Essentiellement, en ce qui me concerne, je pense que c'est la progression de carrière. Je pense que ma progression de carrière, clairement, ça va pas aller très loin, quoi. Mais bon, peu importe. Alors, ça peut être aussi pour les candidatures au concours. C'est-à-dire, voilà. Donc, moi, je me suis syndiqué après avoir été titularisé, pas avant. Donc, ça, même des fois, c'est même un conseil qu'on donne à certaines personnes de ne pas se syndiquer avant d'être titulaire. Parce que, oui, effectivement, ça a un impact. Votre réputation, c'est votre seul bagage quand vous êtes précaire. Donc, forcément, si vous passez pour un fauteur de troubles, forcément, ça se sait. Et comme c'est un petit monde, effectivement, que c'est élitiste et que tout le monde se connaît, vous avez vite fait de passer pour fauteur de troubles. Donc, bien sûr, ça pousse à censurer. Et oui, ça a un impact. Quand on refuse de jouer le jeu entre guillemets capitaliste, c'est-à-dire de verser dans l'inflation de publication, par exemple, ou qu'on refuse de candidater à des projets, etc., qu'on ne se prête pas à ce jeu-là, on est mal évalué par ses pairs et on a moins de chances de passer les concours de recrutement. C'est une réalité. Et aussi moins de chances d'être promu. C'est aussi une réalité. Donc ça a un prix de faire ça. Ça a un prix. Et effectivement, après, c'est des choix personnels, des arbitrages personnels, jusqu'où on joue le jeu, jusqu'où on ne joue pas. Au début, quand on arrive, on est tout content d'avoir un poste, etc. On se dit qu'on va rester droit comme un i, qu'on sera le Elliot Ness de la recherche, mais très vite, en fait, malgré nous, on est corrompu. Malgré nous, parce qu'on collabore avec des gens qui ont des projets, et puis il faut bien quand même qu'on puisse travailler, parce qu'on aime ce qu'on fait, etc. Donc on est pris dans ce truc-là, ce dilemme, il est permanent. Donc c'est pour ça que moi, je m'attache vraiment à rester dans le champ politique et jamais à dénoncer, en tout cas, les prises de position individuelles, ou pas trop faire du name and shame. Bon, à part, voilà, l'exemple que je citais tout à l'heure du directeur de labo qui collabore avec Total, bon là...
Il n'y a pas le choix, quoi, évidemment. Mais après, chacun fait... Voilà, il faut vraiment, au mieux, au plus possible, essayer d'être collectif, quoi, et de créer des solidarités. Donc, en acceptant que le système, il est plus fort que nous, il nous enveloppe, il nous structure, il guide nos goûts, jusqu'à nos goûts, je veux dire, hein, mais ça va très très loin. Donc, on ne peut pas avoir la prétention d'en sortir. On fait avec comme on peut, mais en même temps, le combat, en ayant conscience et en étant lucide de ça. C'est la seule approche que moi, voilà. C'est la pirouette un peu intellectuelle que j'ai pour m'accommoder de ça, mais oui, c'est un dilemme. Vraiment, moi, je me pose la question, est-ce que je vais candidater à des projets? J'ai pas envie de devenir employeur. Voilà, jusqu'à quand je vais tenir? Parce que quand je vais arriver à un moment où je vais plafonner dans ma carrière et que je vais voir tous les autres qui progressent et pas moi, et que je vais vouloir, je sais pas, moi, avoir envie d'acheter une baraque ou n'importe. Bon, voilà, tout le monde est pris dans ces dilemmes-là. Hein. On n'y échappe pas, quoi. Oui, ah oui, oui. Ah ben là, je crois que j'ai même fait une croix dessus, moi. Alors Catherine a levé la main, puis il y avait Véronique aussi. Et alors, moi, j'ai pas vu à quel moment Catherine levait la main, mais ça prend une petite installation. On donne la parole à. D'accord. Donc Catherine, puis Véronique. Alors, Véronique, c'était pour répondre à la même question. Donc, est-ce qu'on change de sujet ou... Non, très rapidement, c'était juste un peu pour aller dans ton sens. Je pense que effectivement, ça relève de choix personnel, mais aussi ça dépend aussi beaucoup des contraintes auxquelles on est soumise. Alors moi, ça m'est arrivé qu'on me refuse un financement pour un colloque. Hein. D'une des parties dont j'avais sollicité le financement, heureusement pas toutes, mais voilà. Donc le sujet était trop... Enfin voilà, c'était un colloque... qui associait des représentants des Premières Nations aux États-Unis et des Palestiniens, dans le but de faire quelque chose sur le colonialisme de peuplement. Bon, quelle idée, je suis d'accord. Donc voilà. Mais après, moi je suis anthropologue, mes terrains sont... évidemment là, je peux pas y aller, ça c'est encore un autre problème, mais mes terrains sont quand même pas très lointains. Au Moyen-Orient, c'est pas très cher. Donc en fait, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un ordinateur, d'un cahier, d'un enregistreur, d'un accès à des bibliothèques. Et voilà, je peux faire un peu mon travail comme ça. Donc ça me permet de ne pas répondre à ne pas monter des appels à projets. Mais on n'est pas tous dans ce cas-là. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont besoin de matos, qui ont besoin de... Enfin, je veux dire, et comme le rappelait notre collègue ce matin, si on a un contrat, on ne bosse pas, quoi. On peut pas... Voilà. Et deuxièmement, il n'y a pas que juste ma recherche personnelle. Dès qu'on veut lancer un programme collectif, financer un colloque, travailler en collectivité, on a besoin de... Les budgets, comme les dotations des labos, fondent comme neige au soleil. Voilà. Donc, on n'a pas non plus le choix. Et après, c'est sûr que... pour des questions de promotion, je pense que si on n'a pas d'appel à projet, on peut à peu près faire une croix sur carrière, quoi. Bon, la notion de carrière, après au CNRS, on est pas mal lotis. Je veux dire, je vais pas me plaindre. Hein. Enfin, je veux dire, c'est le choix de pas accéder. Merci. On va donner la parole à Catherine parce que j'imagine que c'est sur le même sujet, Catherine. Oui, c'est sur le même sujet, mais en fait, moi, j'ai jamais été gênée dans ma carrière. Je me suis jamais tue non plus. Mais là, par rapport aux sciences humaines et à tout ce dont vous discutez, on est quand même pas sur des champs politiques. On a des données et nos données nous permettent de dire que telle ou telle chose, ça va pas. Donc, par contre, moi, j'ai initié Sauvons la recherche à l'époque où ça se libéralisait à fond la caisse et j'ai un peu cette étiquette-là au sein de l'Institut national des sciences de l'univers. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un qui a un grand, grand sens du collectif. Et là, je rejoins mon collègue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes de ton temps aussi au collectif et où tu prends... Enfin, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre la contestation, mais qui s'ancre sur des choses totalement factuelles, donc sur lesquelles on ne peut pas trop te contester. Et on ne peut pas contester ta contestation. Et de l'autre, le fait que notre métier n'est pas du tout compétitif, mais ultra collaboratif, fait qu'on évolue dans un équilibre où on est moins, pour moi, on est moins handicapé que quand on a vraiment des enjeux politiques, comme c'est le cas de Véronique ou je ne me rappelle plus du prénom de notre collègue, le Sahara, mais c'est pareil. Là, vous êtes vraiment sur des enjeux très sensibles. Nous, on n'a pas ça. Il y a les climato-sceptiques et puis il y a les autres, quoi. Sabina, ouais, toi. Donc, alors, je voulais rebondir en fait à votre intervention sur les conséquences. Véronique y a répondu notamment, mais sur les conséquences de l'engagement en tant que chercheur.
Alors moi, je suis sur un champ où je fais de l'économie politique qui porte des sujets d'évaluation de politique publique. Et donc, ce que je peux vous conseiller, c'est concrètement, si vous voulez vous engager, concrètement, si nous, on n'arrive pas à s'engager, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, en tant que chercheurs, qui le fera dans cette société-là? Ensuite, oui, on peut avoir des répercussions sur, en effet, le fait, même si on arrive quand même à arriver à décrocher des contrats, etc., on peut avoir des répercussions. On a des répercussions sur notre carrière, sur le fait d'être recruté, sur nos promotions, etc. Oui, mais concrètement, à partir du moment où on a un poste en tant que fonctionnaire, si on ne le fait pas, qui le fera? Et ensuite, si on écoute l'intervention à laquelle on a assisté, notamment les propos de Véronique, elle explique bien que dans sa trajectoire, ce qui lui a permis de se sauver, d'une certaine manière, c'est le collectif. Son syndicat, sa section CNRS, ses collègues qui l'ont permis de l'épauler. Donc concrètement, face à toute cette adversité, lorsqu'on veut mener une certaine forme d'engagement et de l'afficher, et si on a des répercussions face à ce type d'engagement, ce qui permet de résister, c'est le collectif. Voilà, c'était juste mon... Merci Sabina. Alors je confie à Valérie le soin de confier le micro tour de parole. Et puis après, il y a monsieur aussi, vous aviez demandé la parole. Merci. C'est parfait parce que du coup, je vais rebondir sur ça. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. J'avais une question. Vous parliez des préfets et des responsables politiques qui doivent se former aux sciences naturelles, à la biodiversité, au changement climatique, à tout ça, par obligation, par désintérêt, par curiosité. Et je me demandais pourquoi ne pas encourager directement les étudiants, les chercheurs et les enseignants en sciences naturelles, en sciences sociales, à avoir une carrière politique, à monter, à avoir des compétences en art oratoire, à utiliser les plateaux télé pour pouvoir s'exprimer et justement, au lieu d'attendre que les responsables politiques se forment, que les scientifiques, chercheurs, enseignants, étudiants, de maths, de physique, de bio, d'anthropologie, se forment à la politique. C'est une excellente question, pardon. Je pensais que ça m'interpellait directement, en fait. Alors, il y a deux choses. D'une part, après, il y a eu un rapport de Jean Jouzel et de M. Labadie qui font que les universités en première année, alors là, je parle de l'Université de Toulouse qui va couvrir les 35 établissements toulousains, mais c'est pareil partout, ont pour mandat de former tous les premières années, donc les premières années à Supaéro, par exemple, qui viennent quand même apprendre à faire des avions, sont formés aux enjeux du climat, de la biodiversité, etc. Ils doivent faire des heures sur ça, et c'est un peu compliqué à mettre en place avec nos collègues, mais c'est un truc qui est une injonction, c'est pareil. Alors, après, former les sciences dures à la politique, vous savez que c'est toujours les derniers à se mettre en grève. Et c'est pas si simple, en fait. J'ai été élue régionale, et quand j'étais élue régionale sur 91 personnes, il y avait 2 chercheurs, une chercheuse en maths et moi. En fait, c'est pas les chemins. Vous avez raison. Il faudrait qu'on le fasse, mais ça ne se fait pas du tout. Dans la transdisciplinarité qu'on met en place, pour l'instant, c'est pas vraiment dans le. On cherche à former les gens qui viennent, qui n'ont pas de notion sur ces questions-là, et tout le monde. On forme tout le monde, y compris les sciences humaines, aux enjeux climat-biodiversité, mais on ne forme pas les climat-biodiversité à la politique. Juste pour, très rapidement, pour ajouter quelque chose. Oui, alors merci Catherine d'avoir rappelé ça. C'est vrai qu'il y a des formations de premier cycle maintenant qui sont dispensées sur le changement climatique dans tous les premiers cycles, toutes disciplines confondues. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut signaler, quoique voilà, ça c'est une très bonne chose. Donc sur le changement climatique, justement. Après, est-ce que nous, il faut qu'on soit formé à la politique? Alors là, ça me fait un peu peur, en fait, je dois dire. Je pense que c'est à nous de nous former à la politique nous-mêmes, en fait. Et justement, l'action collective, comme ça a été rappelé avant, c'est un excellent moyen de se former, en fait. Et de se former sur quelque chose qui adhère, c'est-à-dire un objectif de démocratie, de lutte, etc. Donc, bon, c'est ma vision un peu marxiste ou je sais pas quoi de ça, mais c'est vraiment important que nous, on s'auto-forme.
Et là, je verrais d'un mauvais œil qu'on nous dispense peut-être des cours de politique, etc. Enfin, ça dépend qui, quoi. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, si c'est Jean Tirole, ça serait dur. Merci. Je voudrais dire deux choses. La première, très rapide, par rapport aux cours obligatoires ou pas. On vient de mettre en place une formation entre Sorbonne Université et Paris Cité sur les sciences cognitives, master. Donc, c'est des cours de philosophie, de neurosciences, d'intelligence artificielle, etc. Il y a une partie qui a été décidée de faire obligatoire dans cette formation, c'est un cours sur l'éthique. L'éthique au sens éthique des sciences, mais aussi éthique au sens qu'est-ce que ça veut dire la réflexion éthique. On ne parle pas tellement de déontologie. Donc, parfois, enfin, je veux dire, l'obligation, c'est pas un cours obligatoire au sens qu'il faut l'imposer à des gens, mais avec un empan aussi large que ces disciplines-là, avoir quand même un socle commun qui montre que la réflexion éthique est fondamentale dans tous les domaines scientifiques, je crois que c'est quand même assez essentiel et je pense qu'il fallait effectivement la rendre obligatoire. Ça, c'est un premier point très rapidement. Mais ma vraie question maintenant, ma deuxième question, c'est alors nous, dans les universités, dans la recherche, etc., nous sommes très visibles, donc nous sommes la partie visible de l'iceberg quand il s'agit aussi de faire taire certaines opinions, de faire taire certains avis, alors qu'en fait, ça se passe aussi dans le reste de la société. Donc, en particulier, donc, si on prend la question palestinienne, c'était assez notable qu'on faisait taire toute opposition, toute mise en cause de la position de l'État d'Israël, y compris par des juifs, y compris par des intellectuels juifs de renom qu'on a empêchés de parler. Donc, avec des accusations d'antisémitisme, par exemple. Donc, en fait, la question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'actuellement, pensez-vous plutôt, qu'actuellement, il y a une sorte d'évolution qui consiste à criminaliser un certain nombre d'opinions afin de les rendre inaudibles, afin d'empêcher la parole, pour tout le monde, et en particulier pour les académiques, et que ça, c'est une forme d'installation d'un pouvoir antidémocratique, bien évidemment, qui peut aller très très loin. Donc, il faut peut-être, ne faut-il pas faire une analyse de ce processus globalement, au-delà de la liberté académique elle-même? Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent parmi vous répondre? On est tous d'accord? Il y en a qui veulent rebondir sur l'analyse? Oui. Je vous dis ça parce qu'il reste 8 minutes. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou... Sinon, oui. Oui, c'est parce qu'il y a d'autres questions et qu'on a 7 minutes. Oui, bonjour. Je voulais juste, sur le point du caractère obligatoire des formations, apporter un témoignage de terrain. Je suis dans un laboratoire qui est sur le site de l'université Gustave Eiffel. L'actualité, c'est de façon très dramatique imposée sur la question des violences sexuelles et du harcèlement suite au décès, un féminicide qui a touché une collègue. Et là, il n'y a plus d'interrogation sur est-ce que ça doit être ou non obligatoire, quoi. C'est un mouvement général qui a porté l'ensemble des étudiants, des collègues enseignants-chercheurs qui sont allés, mais vraiment très volontiers, suivre les formations aux violences sexuelles en raison du caractère aussi dramatique et de l'irruption de l'actualité. Voilà, ça c'est juste un témoignage. Quand il y a une évidence, les gens y viennent, quoi. Donc, deuxième chose, merci beaucoup pour le point sur l'anthropologie, comme aussi devant comme une relation intime à l'enquêter d'une certaine façon. Et ça, je pense que dans les discussions autour de l'éthique des projets de recherche, c'est absolument fondamental. Ma troisième question, c'était est-ce qu'on peut pas aussi, est-ce qu'on peut pas aussi interroger un peu plus le rapport à l'histoire aussi des mouvements scientifiques contestataires, dans le cas des sciences du climat,
enfin, des mouvements comme Pugwash, comme Science for the People, il en a existé partout, il en existe encore aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas aussi apprendre de tout ça, de cette histoire, hein, au-delà d'une sociologie, d'une socio-histoire, de notre engagement dans la cité? Et merci beaucoup, en tout cas, pour cette journée. Merci. Ce que vous nous avez décrit de Gustave Eiffel, ça rappelle quelque chose qui est que pour agir, il faut qu'on soit incité à le faire. On n'agit pas parce qu'il y a des règles. On ne va pas, quand on va sortir tout à l'heure, traverser au premier passage piéton au motif qu'il y a un passage piéton. On va traverser si on a besoin ou envie. Et quand on va traverser, on va le faire dans le passage ou pas. Accessoirement, me dites pas qu'aucun d'entre vous n'a jamais traversé au feu rouge piéton. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc il faudrait mieux travailler sur comment faire que personne n'a envie de se soustraire et tout le monde a envie de connaître les règles quand même, enfin, ce qui s'applique, ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Mais il faudrait beaucoup plus travailler au moyen d'inciter les collègues à suivre ces formations qu'au moyen de leur tordre le bras en les obligeant, en l'occurrence ces candidats à l'HDR, enfin j'en suis convaincue et un certain nombre d'entre nous. C'est ça qu'il faut travailler, je crois. Rémi Goisdoué. Bonjour, je voulais juste aborder une question qui est un peu implicite, mais qui est venue un peu dans vos interventions, c'est celle du statut. Je pense à la création des chaires de professeurs juniors, où dans le cadre de leur période contractuelle, ils ne bénéficient pas de la protection, ou du droit en tous les cas, qui encadre les fonctions des enseignants-chercheurs. Là, on parle un peu comme allant de soi et entendu qu'on a un poste, voilà, c'est le cas pour pas mal, tant mieux. Mais il y a aussi le cas des chercheurs dans des organismes privés. Enfin voilà, donc je voulais savoir mais c'est une question que j'aurais pu aussi poser ce matin à la juriste, les enjeux du statut par rapport à ces questions de liberté académique. Je ne sais pas si on aura le temps. Antida est là de retour. On a 4 minutes. 4 minutes, ouais. Alors tout le monde fait bref et on pourra donner la parole à Antida Norodom. Ben oui, ce statut de professeur junior, on s'y opposait de toutes nos forces, précisément parce que c'est une atteinte grave au statut de maître de conf, quoi. C'est une casse des statuts. C'est un non-statut, en fait. Hein. C'est un statut de CDD prolongé, c'est une tenure track importée dans notre système. Donc clairement, ça fragilise la parole, évidemment, la liberté de parole des CPJ, puisqu'à la fin de leur période de CPJ, ils passent par une commission de titularisation au bout de 6 ans, qui va décider si, oui ou non, ils passeront soit directeur de recherche, soit professeur d'université. Évidemment, ça, en plus de ça, ces chaires de professeurs juniors, ils ont moins de charges d'enseignement que les maîtres de conf. Ils ont plus de financement aussi. Ils ont l'équivalent d'une ANR. Donc ça crée des tensions. On l'a vu. Hein, on en a un pour charge de professeur junior. Il est très gentil. Hein, on s'entend bien avec lui, mais on n'a pas le même statut, on n'a pas les mêmes fonctions, et tout de suite, ça crée des tensions. Ça crée voilà. Donc effectivement, ça c'est un vrai enjeu. Le statut, c'est la mère des batailles. Hein. C'est vraiment ça. C'est notre statut de fonctionnaire qui nous autorise à faire les sacrifices dont je parlais tout à l'heure. Au moins, on a de quoi bouffer. Et qui autorise la solidarité aussi. Effectivement. Exactement. Tout à fait. Donc oui, voilà, on peut s'autoriser, disons, à ralentir notre carrière ou même à la freiner parce qu'on a quand même un statut protecteur et un salaire à vie qui nous autorise à le faire. Et ça, c'est fondamental. Merci Nicolas. Alors une dernière question, remarque, rebondissement. Antida. Réponse à Rémi. C'est assez simple, c'est-à-dire si c'est un chercheur, il est soumis aux mêmes règles qu'énoncées ce matin, c'est-à-dire il n'y a pas de, même s'il est dans un organisme privé, donc aux règles d'intégrité scientifique par rapport à sa recherche, également aux libertés académiques, il peut l'être. En revanche, il ne bénéficie pas de l'indépendance de l'enseignant-chercheur parce qu'il n'est pas forcément enseignant-chercheur, il est juste chercheur. Enfin, voilà, donc ça dépend en fait de son statut. Et pour un professeur junior ou pour autre chose, s'il est un agent public, c'est-à-dire s'il a un contrat, il est soumis aussi aux règles de la fonction publique, c'est-à-dire la neutralité, etc. Donc tout dépend si c'est un chercheur public ou privé, s'il a un contrat ou il n'a pas de contrat. Et ça va définir le statut et les obligations qui sont attachées. S'il est chercheur, il est soumis à cette liberté et aux obligations qui vont avec. Si en plus il est agent public, c'est-à-dire qu'il a un contrat, ce qui n'est pas le cas, par exemple, on a des doctorants qui vont être chercheurs, mais qui ne vont pas être agents publics parce qu'ils ne sont pas financés. Donc ils sont chercheurs soumis à ces obligations, mais pas fonctionnaires soumis à la neutralité ou ce genre de choses. Donc ça dépend en fait du contrat sur lequel il est.
Tout à fait. Oui, exactement. C'est l'agent public qui est soumis à la déontologie, en fait, aux règles de déontologie. Et juste un dernier, une petite intervention, mais très très courte, Pascal. Très très courte, juste pour vous dire que la charte d'Alia dont vous a parlé Bruno, justement ne distingue pas entre les statuts. Donc elle protège tous les enseignants, elle essaye même d'aller jusqu'au secondaire et tous les chercheurs, y compris aussi les ITA, etc., sans distinction de statut. Donc voilà, c'était aussi un moment de vous rappeler l'existence de cette charte et l'importance aussi de faire saisir la communauté des chercheurs, enfin les questions de charte par les chercheurs eux-mêmes, avant d'attendre que ça arrive du haut peut-être dans des termes qui ne nous satisfont pas, que cette charte, on peut la signer, on peut la promouvoir vers ces institutions, et on pourra aussi probablement l'amender, puisque le principe d'une association, c'est un travail collectif, avec peut-être la possibilité d'amender la charte si vous trouvez qu'il y a des améliorations à le faire. Donc voilà, je vous incite à... Merci beaucoup. On va arrêter là. On a 15 minutes de café, c'est ça? Merci à vous. Et on se retrouve après pour la conférence finale avec Pinar Selek et le discours de clôture du président qui est en bas. Merci, à tout de suite.